Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'état d'urgence a été décrété en Tunisie après l'attentat de Sousse. Pendant un mois, la police et l'armée vont bénéficier de pouvoirs étendus pour faire face à la menace terroriste. Et la Côte d'Ivoire, de son côté, adopte une loi antiterroriste. L'objectif est de renforcer la sécurité nationale quelques jours après les menaces du groupe Ansardine. Pour en parler, nous recevrons M. Mabry Touakos, ministre d'État du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Et le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était vendredi à Mongomo pour inaugurer de nouvelles infrastructures. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Parlement se réunit en session extraordinaire pour examiner le projet de loi sur l'organisation des prochaines élections. Les députés et sénateurs vont également se pencher sur la répartition des sièges pour les scrutins locaux et le statut des chefs coutumiers. Quant au calendrier électoral contesté, il ne devrait pas être modifié. En Tunisie, l'état d'urgence a été décrété. Le président Béji Caïd Essebsi en a fait l'annonce ce samedi dans une allocution télévisée, justifiant cette mesure par l'existence d'un danger imminent. Une décision qui intervient une semaine après l'attentat meurtrier de Sousse. Emmanuel Milimono. Après l'attaque contre un hôtel à Sousse le 26 juin qui a causé 38 morts, le président Béji Caïd Essebsi a décidé ce samedi de renforcer à titre temporaire les pouvoirs de l'armée et des forces de sécurité. Depuis l'attentat du 26 juin 2015, les services de sécurité ont été critiqués ainsi que le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur accusé de laxisme. Cette décision était attendue parce qu'elle peut, si elle est bien appliquée, sans donc atteinte aux droits de l'homme et sans atteinte aux libertés fondamentales, apporter un plus pour la sécurité du pays dans le sens où il y a donc une mobilisation beaucoup plus grande des forces de l'ordre, une permanence sécuritaire. L'état d'urgence accorde des pouvoirs d'exception à la police et à l'armée. Il avait été levé en Tunisie en mars 2014 après avoir été sans cesse renouvelé depuis janvier 2011. La Tunisie est confrontée à une percée djihadiste responsable de la mort de dizaines de policiers et de militaires. 59 touristes étrangers y ont péri, 21 au musée de Bardo en Tunis au mois de mars 2015 et 38 dans un hôtel en bord de mer à Port El Kantaoui le 26 juin dernier. Est-ce qu'il va être appliqué comme le prévoit le décret de 78 ou bien il va être juste une occasion pour peut-être une mobilisation beaucoup plus importante des forces de l'ordre et de l'armée? Donc voilà la première question. La deuxième est que pourquoi cette annonce un peu tardive? Parce que le Conseil national de sécurité s'est réuni dimanche. Presque tous les observateurs s'attendaient en décret d'état d'urgence. Le Premier ministre Habib Essid a reconnu que la police avait été trop lente lors de l'attentat des Port El Kantaoui, premier aveu officiel de défaillance sécuritaire. La Tunisie a été frappée par 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique en l'espace de 3 mois. En plus de l'émotion provoquée par ces violences, c'est un coup dur pour l'économie. Le secteur touristique représente 400 000 emplois directs et indirects et une source importante de devises pour la Tunisie, dont le dinar n'est pas convertible. Et en Côte d'Ivoire, les députés ont adopté ce vendredi une loi antiterroriste quelques jours après les menaces du groupe Ansardine. Une loi qui permet notamment des écoutes et des perquisitions, mais également des peines de prison de 10 à 20 ans pour le recrutement et l'affiliation à un groupe criminel. Idolette Mirabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, le Parlement a adopté le 3 juillet 2015 le projet de loi portant répression du terrorisme. Pour les parlementaires ivoiriens, cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre au plan interne des mesures internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Donc cette loi permet de renforcer les moyens en matière de renseignement, permet de réaliser des écoutes téléphoniques, permet de réaliser des perquisitions peut-être dans des cadres hors des cadres habituels fixés par la loi, parce que c'est des questions de sûreté, c'est des situations d'urgence qui ne peuvent pas permettre éventuellement d'attendre. Dans un contexte où l'Afrique subsaharienne est marquée par une recrudescence de la menace islamiste, les autorités ivoiriennes estiment que la loi sur la répression du terrorisme va contribuer à la consolidation de la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc la loi a été votée, l'impact vise à sécuriser, à rassurer,
les Ivoiriens, à rassurer les partenaires de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques, pour dire, bien sûr, il faut sensibiliser au niveau de la population. Il faut aussi éventuellement lutter contre les risques qui constituent le terreau fertile pour les extrémismes, le terrorisme, que ce soit islamiste ou autre, notamment le chômage des jeunes et beaucoup d'autres problèmes de société, les injustices, les exclusions. Dans une dynamique de développement économique, la Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre l'émergence en 2020 avec une croissance économique à 2 chiffres. Cette ambition passe par le renforcement de la sécurité des biens et des personnes, la consolidation de la stabilité politique et sociale et la mise en œuvre du programme d'investissement économique. Et pour en parler, nous recevons M. Mabry Touakus, ministre d'État du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, cette loi antiterroriste fait craindre chez les associations des droits de l'homme des dérives. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur dirais que la Côte d'Ivoire, à sa création et depuis donc des décennies, a toujours été un pays de paix, un pays de droit, droit de culte, liberté préservée pour tout le monde. Et nous avons vu la coexistence entre les religions, nous avons vu la place qui est faite au niveau de l'islam, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ceci dit, nous avons besoin de préserver cet environnement pour redevenir cette Côte d'Ivoire économiquement forte, un pays qui rassemble, qui mobilise toutes les énergies. C'est une loi nécessaire ? Alors c'est une loi nécessaire pour que nous puissions poursuivre donc notre marche. C'est une loi nécessaire pour donner des moyens accrus aux autorités en charge de la sécurité nationale. Mais c'est aussi une loi nécessaire pour encadrer la contribution de l'ensemble des citoyens, de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à la sécurisation du territoire national, des biens et des personnes. Et il fallait donc cette loi, je crois qu'il faut s'en féliciter et surtout il ne faut pas s'inquiéter. C'est une loi qui va s'appliquer dans le respect donc des droits et devoirs de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Mabry, vous êtes le ministre du Plan et du Développement. La stratégie de développement de la Côte d'Ivoire avait été lancée sur la période 2012-2015 dans un premier temps. Quel bilan faites-vous de ce plan aujourd'hui ? Un bilan largement positif. Je voudrais dire qu'en termes d'investissement public, nous avons des objectifs qui étaient fixés donc à un peu moins de 4 600 milliards de francs CFA sur les 4 ans et demi. Nous avons aujourd'hui donc investi plus de 4 700 milliards. Le privé également vient et je voudrais vous dire que c'est chaque jour plusieurs compagnies qui ont des vols pleins sur Abidjan. Le privé a trouvé un environnement donc qui sécurise l'investissement, mais aussi l'investisseur, et c'est tout cela qu'il faut renforcer. Nous avons également pris une série de mesures qui garantissent une meilleure gouvernance. La Côte d'Ivoire a retrouvé ses partenaires, la Banque africaine est de retour. Nous sommes avec de nombreux investisseurs venant de tous les pays du monde, et je voudrais dire que ce plan pour cette première phase atteindra ses objectifs. Maintenant, il faut consolider tout cela pour que le prochain plan qui est en élaboration donne justement, rapidement, le plan de développement 2016-2020 est en cours d'élaboration. Est-ce que les orientations vont changer ? Les orientations changeront dans le sens d'une croissance plus inclusive, donc d'un partage un peu plus large, donc des fruits des efforts que l'ensemble des Ivoiriens font. Et je voudrais dire que donc l'emploi, en particulier l'emploi pour les jeunes, l'activité en région de l'État, notamment les investissements pour faire de véritables pôles économiques, afin que tous ceux qui sont en région sentent un peu les retombées de la croissance. Ce sera les orientations qui vont nous permettre donc de faire reculer la pauvreté, parce que les objectifs assignés par le président de la République au gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici 2020, nous ayons fait reculer la pauvreté d'au moins de moitié. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Pour sa 7e étape, il était à Mongomo où il a pu constater les résultats du programme de développement. Il a également inauguré de nouvelles infrastructures. Un reportage, notre correspondant Serge Kofi.
Cette basilique, avec cet immense parvis qui ressemble avec des dimensions plus modestes à la place Saint-Pierre de Rome, font de Mongomo une ville célèbre. La capitale de la province du Wolin-Sas, en Guinée équatoriale, s'est très vite modernisée ces 10 dernières années, au point de laisser admirateur tout visiteur. Routes, ponts, édifices, rien n'a été laissé au hasard dans cette ville qu'on dit être le fief des 2 premiers présidents de la Guinée équatoriale. Durant ces dernières années, la ville a bénéficié du programme de développement des infrastructures. Dans ce plan, tous les chefs-lieux de province et tous les districts doivent avoir une série d'infrastructures minimales pour prétendre avoir la Guinée équatoriale que nous voulons d'ici quelques années, qui est une Guinée équatoriale émergente. Ces infrastructures sont celles que met en place le gouvernement sur l'ensemble du territoire national. C'est la modernisation totale du pays sans laisser aucune ville, village ou district. Ce programme qui a commencé en 2005 visait les grandes villes avec la mise en place des infrastructures de base. 10 ans après, l'accent a été mis sur les districts et villages de la Guinée équatoriale. Une politique d'aménagement des villes de l'intérieur que le président équato-guinéen a déclinée dans toutes les étapes de sa tournée à travers le pays. J'ai le devoir de visiter la population de la Guinée équatoriale pour donner des réflexions et des consultations qui pourront conduire au développement du pays. Lorsqu'il n'y a pas de réflexion ou de consultation autour de notre destin commun, tout laisse à croire que rien ne se fait. Ici à Mongomo, le président Théodore Obiangema Bazogo a inauguré de nouvelles infrastructures telles qu'un pont dans la ville de Mongomo ou encore annoncé la modernisation des districts environnants. Depuis le lancement de sa tournée le 27 juin dernier, le président équato-guinéen a visité 7 districts du pays. Et du sport, le Sud-Africain Wade van Niekerk a amélioré ce samedi le record d'Afrique du 400 mètres en remportant en 43 secondes et 96 centièmes le tour de piste du meeting Ligue de Diamant à Saint-Denis en France. Le Sud-Africain a notamment devancé le champion olympique grenadin Kirani James. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.